Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder WandaVision, la première série issue de l'univers Marvel de Disney+, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et ben restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder WandaVision ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries et au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer pour vous les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice et elle aimerait bien voir les pouvoirs de Wanda de la série WandaVision pour pouvoir gérer tous ces contrats juteux de production. C'est Elsa Morel. J'ai mes esclaves donc ça va. Ça fonctionne autant, très bien. Notre second serial killer est un producteur artistique chez Canal+. Il doit être en train de fêter la Jean-Guil de la série La Flamme parce qu'il est en train de manger du pain au beurre. C'est Florian Guillot. Chantez avec nous la Jean-Jean, Ah la oui. Guiguil, Bien. la Jean-Guil. J'adore cet épisode. Finalement, nous retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui est un peu notre Andrea de 10%. Elle ne fait jamais aucune concession et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est Emma Salvarelli. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Ça va très bien. Ça va la forme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la série donc de Disney+, WandaVision, qui est dérivée du Marvel Cinematic Universe. Je sens que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série-là, mais avant, on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité série à travers le monde. Reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Bonjour à tous, on commence cette semaine par des news sur la série The Boys. Autant rester dans le thème, n'est-ce pas En effet, Eric Kripke, le showrunner de la série The Boys, a confirmé qu'une orgie de super-héros aurait lieu dans la 3e saison du super-héroïque d'Amazon. En effet, Eric a partagé sur Twitter la page de garde du script nommé Herogasm. On a hâte d'en savoir plus. On traverse l'Atlantique pour aller en Espagne. Le créateur de La Casa de Papel et White Lines, Alex Pina, revient avec une nouvelle série sur Netflix, Sky Rojo. Je l'ai bien prononcé. Rojo. Elle l'a tenté. La Rota Rojo. Moi j'aurais dit Sky Rojo. Sky Rojo. Les premières images sont disponibles et laissent présager une intrigue explosive, sortie prévue le 19 mars. Direction la France, Canal+ se lance aussi sur une nouvelle création originale, Paris Police 1900. Nous plongeons dans une enquête passionnante au cœur d'une République française déchirée. De quoi combler les fans de costumes, d'histoire, mais aussi surtout les amateurs d'intrigues obscures et passionnantes. Enfin, nous terminons sur un deuil. Et oui, les fans de Peaky Blinders sont en deuil face à l'annonce de l'ultime saison 6, mais ne criez pas trop vite, celle-ci sera bouclée d'un film. Merci pour toutes ces infos passionnantes. Et est-ce que vous voulez réagir sur une ou deux infos, Elsa ? J'ai l'impression que la série Canal+, en ce moment, en France, on aime bien faire des choses avec des costumes, ou entre le bazar de la charité, Révolution, les aventures du jeune Voltaire aussi. Effectivement, il y en a eu pas mal. Après, je crois que justement, d'après ce que j'ai compris du marché, étant un spécialiste, ça va un peu se calmer apparemment. Il y en a eu beaucoup, du coup là, il y en aura un peu moins. On est peut-être sur la fin de cette période à fond de séries historiques, mais c'est une bonne remarque. The Boys, c'est vraiment la grosse série d'Amazon. Florian, je crois que tu regardes. Je suis complètement fan de The Boys et je suis très content que la saison 3 ait beaucoup d'ambition. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est sur Amazon. C'est vrai que souvent on va sur Netflix. Amazon Prime a aussi des très très bonnes séries. Et, Prime Video, Amazon Prime Video. Des très bonnes séries. Et The Boys, pour ceux qui le connaissent pas, c'est incroyable parce que ça prend le parti de se dire des mecs qui ont des super pouvoirs, qui sont des dieux sur Terre. Pourquoi est-ce que ce serait forcément des modèles de vertu ? Pourquoi est-ce que ce serait pas juste des mecs horribles qui profiteraient de leur pouvoir pour la célébrité, pour choper des nanas, et d'ailleurs plutôt les violer plutôt que de les choper. Oui. C'est un postulat qui est tellement fort et tellement évident qu'on se dit comment ça n'a pas été fait avant. Et donc là, ils vont faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait dans The Boys, une orgie de super-héros. Apparemment, ça va être... À prendre au sens figuré ou au sens... Ça va être peut-être comme Sense8, peut-être vont-ils suivre cette piste-là. Mais restons d'ailleurs avec les super-héros, car il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de WandaVision. Il est donc l'heure de passer...
Et c'est Florian Guillot qui va ouvrir le bal et préparez-vous pour son tour de magie autour des origines de la série WandaVision. Alors on va repartir sur les origines de cette série WandaVision. Ça commence avec une petite saga cinématographique pas trop connue, qui n'a pas fait trop de spectateurs en salle. Ça s'appelle le Marvel Cinematic Universe. Personne ne connaît évidemment. J'ai jamais entendu parler. Non, c'est à peine 23 films, tous des blockbusters, surtout Thor Ragnarok qui est vraiment le meilleur de ces 23 films. Subjectivité. Non, pas du tout. Complètement objectif. Et dans ce Marvel Cinematic Universe, on présente notamment 2 personnages qui sont Wanda et Vision. Ils sont tous les deux apparus dans le 2e opus des Avengers qui s'appelle l'ère d'Ultron. Wanda, c'est une jeune fille qui est en Sokovie, qui est avec son frère jumeau qui s'appelle Pietro, et on découvre qu'ils sont orphelins à cause d'armes qui ont été construites par Stark Industries. Donc au départ, ils sont plutôt très en colère après Tony Stark, et ensuite ils vont rentrer dans les Avengers. Vision, lui, de son côté, c'est une entité qui résulte de la combinaison de Jarvis, l'intelligence artificielle de Tony Stark, et Ultron, l'ennemi. Et en fait, il n'est ni l'un ni l'autre, il est un peu des deux à la fois. Ça devient un super-héros qui a au milieu du front la pierre de l'esprit qui lui sera retirée plus tard par Thanos. Dans le film Captain America Civil War, c'est à partir de ce moment-là que leur histoire d'amour apparaît. Et au moment où elle apparaît, ils ne vont plus être traités que par le prisme de cette histoire d'amour. Les personnages ne vont plus évoluer que par là. Dans Infinity War et dans Endgame, on ne va que les voir sous ce jour-là. Et notamment dans Endgame, le peu de répliques qu'Elizabeth Olsen, qui joue Wanda, va avoir à dire, c'est complètement que sur cette histoire d'amour et sur la perte de Vision dans Infinity War. Donc les personnages sont vraiment développés dans ce sens-là, et c'est ce qui va continuer de se faire dans la série, puisqu'en septembre 2018, Marvel va annoncer la phase 4 du MCU. La phase 4, on est donc après Avengers Endgame. Si vous pensiez que les super-héros c'était fini, eh ben non, il y a encore une phase pour le MCU, et cette phase 4, elle passe par le développement de séries pour Disney+, qui est donc la maison mère de Marvel. En janvier 2019, c'est la showrunneuse Jack Schaffer qui intègre le projet. Elle a déjà écrit Captain Marvel et Black Widow, donc elle est vraiment spécialiste sur l'écriture de projets sur les super-héroïnes, puisqu'on va voir que Wanda, dans ce projet, est vraiment plutôt le personnage principal de mon point de vue. Sur les origines, du point de vue de la forme, on nous annonce que la série elle a pour ambition, par son sous-texte, de rendre hommage à plusieurs décennies de télévision américaine. Quand on dit ça, ça va vraiment de Ma sorcière bien-aimée jusqu'à Friends, 30 Rock ou Parks and Recreation, qui est vraiment une série des années 2010. Mais malgré ça, selon Jack Schaffer, la showrunneuse, ce ne sont pas les sitcoms qui ont le plus influencé l'écriture de la série, mais The Twilight Zone, qu'on peut traduire par aux limites de la réalité. Et je pense que la 4e dimension. C'est la série La 4e dimension. Ouais, c'est la série La 4e dimension. Français, absolument, mais j'ai envie de dire aux limites de la réalité. Si ça peut te faire plaisir. Parce que c'est aussi un titre qui peut fonctionner et qui montre bien à quel point ça a influencé leur manière d'écrire. Pour rendre hommage à ces décennies de télévision, ils ont fait appel à des consultants comme Dick Van Dyke. Alors Dick Van Dyke, pour les plus âgés qui nous écoutent, c'est le ramoneur dans Mary Poppins. Pour les plus jeunes, c'est le vieux concierge, gardien du musée dans La nuit au musée. Et Dick Van Dyke avait un show qui s'appelait The Dick Van Dyke Show dans les années 50, et il leur a carrément expliqué comment est-ce qu'ils écrivaient à cette époque les scénarios de sitcom. C'est comme ça qu'ils ont notamment écrit l'épisode 1 dont on parle aujourd'hui. Et Paul Bettany et Elizabeth Olsen, respectivement Vision et Wanda, ont tellement aimé cet univers de sitcom qu'ils auraient aimé continuer à l'emmener avec eux, par exemple dans un show WandaVision on Ice. On ne sait pas si ça se fera un jour. Du point de vue du fond, très rapidement, sur ses origines, on nous annonce que WandaVision prépare l'arrivée de Doctor Strange 2, dans lequel Wanda aura un rôle prédominant. Et on sait aussi que Doctor Strange est au casting de Spider-Man 3. Donc on voit que cette phase 4 essaie de tout reconnecter ensemble. Dans WandaVision, c'est là aussi qu'on devrait avoir l'apparition du nom Scarlet Witch, puisque pour l'instant on la connaît surtout dans le nom de Wanda Maximoff. Et Kevin Feige, le producteur du Marvel Cinematic Universe, nous annonce que ce nom va être amené de manière totalement amusante, je le cite, entièrement drôle, quelque peu effrayante, et qui aura des répercussions sur toute la phase 4 du MCU, donc même au cinéma. Il nous annonce aussi que WandaVision voulait combiner 2 séries de comics différentes comme inspiration, et je pense qu'on va voir tout à l'heure avec notamment Emma que les inspirations sont très
reconnaissable. Bah, merci beaucoup Florian pour toutes ces explications. Emma, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode d'ailleurs ? Alors oui, je vais essayer parce que c'était compliqué quand même à résumer, mais pour faire simple, on retrouve WandaVision dans les années 50, une série en noir et blanc qui s'installe dans un quartier aux États-Unis et qui doivent cacher leurs secrets à leurs voisins et à leurs nouveaux amis. Et le fait que ce soit pour l'instant totalement détaché, ça va arriver, ça va plus se lier au Marvel Cinematic Universe. Ça vous a déboussolé, Elsa, toi par exemple ? Ah oui, moi complètement, je m'attendais pas à ça et moi je dirais même que ça m'a perturbée parce que je sais pas comment... Enfin, je vais expliquer mon avis plus tard, mais cette série est difficile à appréhender du coup pour la critiquer et l'analyser. Est-ce que tu comprends pas où ça va ? Oui, je comprends pas où ça va, et puis c'est surtout que je me dis, mais en fait, WandaVision pourrait les remplacer par n'importe qui à ce moment-là. Enfin, quelle est la spécificité d'eux dans cette série à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que eux sont irremplaçables? Pour moi, je trouve pas la solution encore. T'es d'accord avec ça, Florian ? Je suis entièrement d'accord avec Elsa. C'est hyper compliqué de faire une critique de WandaVision en ayant vu l'épisode 1, parce qu'en fait, quand on a vu l'épisode 1, on n'a rien vu de la série. On n'a même pas vu le propos de ce que ça traite ou de ce que ça va être. C'est très compliqué. Moi, quand j'ai regardé cette série, je me suis dit, mais depuis quand Marvel fait dans le surprenant, alors que au cinéma, ce sont les rois du scénario tout droit, sans aucune surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai passé tout l'épisode à me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Où est-ce qu'on va, Emma ? D'ailleurs, je voudrais faire un gros plus parce que je trouve que pour une fois, la bande-annonce ne nous laissait présager de rien. Et ça change, je trouve, parce que vraiment, tu regardes, encore une fois, je trouve que c'était un peu tout ou rien. En voyant la bande-annonce, je me dis soit je vais aimer, soit je vais détester. Et c'est ça que j'ai apprécié parce que c'était impossible de savoir où ça nous menait juste avec la bande-annonce. Et ça change. Il y a Florian qui veut réagir. Oui, parce qu'on est quand même sur un épisode en noir et blanc. Le culot aujourd'hui, en 2021. En 4 tiers. En 4 tiers, j'allais le dire. Les images sont même pas en 16:9. De lancer une série sur Disney+, avec une cible, un public très jeune. Je sais que mon petit frère, par exemple, m'a dit c'est vraiment pas bien, je vais arrêter de regarder. J'ai essayé de lui expliquer des choses dont on va certainement parler plus tard sur ce que pouvait être la série par la suite, mais il me dit mais non, moi j'y crois pas, ou j'ai pas le temps, etc. Il faut un culot incroyable pour mettre des images en noir et blanc en 4 tiers. C'est un ovni complet. Elsa. Bah, c'est à ce moment-là que c'est important de s'appuyer sur le MCU, quoi. Marvel, c'est la marque Marvel qui va ramener ces gens-là, mais effectivement, comme dit Florian, je suis pas sûre que les plus jeunes adhèrent à ce noir et blanc tout de suite, même si on va en parler plus tard, mais l'épisode est plutôt bien construit quand même dans son unité. Est-ce que c'est pas audacieux justement de lancer une série comme ça avec un tel culot? On a l'habitude des batailles de super-héros et là on est dans une petite banlieue avec 2 personnages qui tentent juste de cacher leur pouvoir dans les années 50. Florian. Bah, c'est très audacieux et moi je dirais même que c'est téméraire, et c'est peut-être ce qui m'a le plus déplu dans cet épisode 1, c'est que je me dis si ce n'était pas Marvel, personne n'aurait tenté de faire ça, et je me dis même les mecs de Marvel sont tellement sûrs d'eux qu'ils se permettent de perdre le public, et si on avait une série où il n'y avait pas des films avant pour poser le contexte ou donner une envie de continuer, la série aurait été un flop monumental, et si on prend les choses de ce prisme-là, je me dis les mecs ont quand même c'est pas de l'irrespect pour le public, parce que je sais que ça va être, enfin je pense que la série va être géniale à terme, mais d'être aussi démarrer aussi lentement, c'est quand même très compliqué. On a quand même à 22 minutes de l'épisode un générique qui est digne d'un film parce qu'il fait 2 minutes, et après on a encore 5 minutes de crédit, alors que moi je pensais qu'au bout, j'avais pas vu que c'était 30 minutes quand j'ai commencé à regarder. Quand j'ai vu qu'il y avait ce générique, je me suis dit ah ok, en fait c'était un très gros prologue de 20 minutes et maintenant l'épisode commence. Et non, en fait c'était la fin. Je me dis mais c'est incroyable de faire ça. Elsa. Bah en fait moi je trouve, comme je l'ai dit, l'histoire pour moi elle est pas appropriée à WandaVision, parce que pour moi dans le MCU c'est des personnages à qui j'avais pas réussi à m'attacher réellement. Je trouve qu'ils sont pas très bien développés, leurs relations aussi. Donc pour moi je comprends pas l'intérêt de Marvel d'utiliser cet angle-là qui je trouve ne sert pas les personnages. D'un sitcom tu veux dire, ouais, de faire voilà, comme s'ils étaient... C'est ma sorcière bien aimée, oui. En gros la référence de ces premiers épisodes en tout cas. Et s'il y avait pas eu WandaVision, et si ça avait été un couple, tout à fait une autre histoire, j'aurais trouvé la série géniale, j'aurais trouvé le concept génial, mais là je la trouve pas adaptée en fait à WandaVision. En fait, c'est qu'on a une attente, et d'ailleurs on peut le dire parce qu'avec Florian on a regardé les 3 premiers épisodes qui étaient disponibles quand on a enregistré ce podcast, et donc
au bout des 3 premiers épisodes, ça démarre encore lentement, quoi. Il y a pas l'épisode 2, il n'y a pas une énorme révélation non plus. L'épisode 3, vers la fin, ça se dynamite un petit peu plus, mais il y a vraiment, effectivement, c'est assez culotté de faire ce choix de démarrer aussi lentement. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur les 3 épisodes, dans le sens où j'ai l'impression que l'épisode 1, on va dire qu'il y a 5% de l'épisode, surtout sur la fin, qui commence à nous faire comprendre ce qu'est l'arc narratif de toute la série. Dans l'épisode 2, c'est peut-être plus 10%. Et j'ai l'impression que sur l'épisode 3, c'est 20-25% de l'épisode qui est comme ça. Et la petite histoire quotidienne de sitcom dont tout le monde se fiche... mais qui est marrante, hein, c'est ça aussi. Ouais, moi, je trouve ça assez marrant. Y a du coup, il y a une double histoire. Il y a la narration du Marvel Cinematic Universe qui démarre très lentement, mais il y a aussi cette narration de du coup ce feuilleton qui est assez amusant. Elsa, t'es d'accord avec ça? Moi, je trouve qu'ils ont très bien réussi à s'approprier le comique de situation qui fait la fierté des sitcoms, l'image des sitcoms. Et là, ils sont vraiment appropriés ça, avec notamment le quiproquo avec Mr. Hart. Moi, j'ai vachement ri durant cet épisode. Ça m'a fait beaucoup rire, ce comique de situation. Donc moi, je trouve qu'ils sont bien réussi à adapter ça. Emma, toi aussi, t'es d'accord? Moi, je suis un peu mitigée face à cette série. Je suis à la fois d'accord avec tout ce que vous dites, mais je reste quand même très curieuse de voir la suite et j'ai vraiment envie de voir la suite. Et je sais pas, ça doit être le fait que j'ai toujours vu Marvel, que j'ai toujours été très attachée à Marvel, qui me fait que je me dis que je vais aimer cette série et je l'aime bien en fait, parce que ça me fait continuer quelque chose que j'avais pas envie qui s'arrête. Bon, en tout cas, ces même 3 premiers épisodes sont... Ah non, les 2 premiers épisodes sont en noir et blanc, mais pourtant ils doivent quand même avoir un petit prix. Et Elsa, c'est notre productrice qui va pouvoir nous en dire plus sur la production et sur le tournage de WandaVision. Alors, Jingle prod. Écoutez bien ce son, parce que quand je vais vous dire le prix de WandaVision, vous allez vous évanouir à mon avis. Donc WandaVision, toute la série a coûté 225 millions de dollars. Pour vous donner une fourchette, Spider-Man Far From Home avait coûté 160 millions de dollars et Avengers Endgame avait coûté 356 millions de dollars. Mais pour vous donner peut-être une fourchette sur les séries, ce qui sera plus précis, c'est que un épisode de WandaVision coûte 25 millions de dollars et un épisode de Game of Thrones 15 millions de dollars. Donc c'est quand même assez culotté, je trouve, de la part de Marvel pour mettre un prix comme ça. L'unique réalisateur de la série est un homme qui s'appelle Matt Shakman, qui a notamment réalisé des épisodes pour les séries The Boys, Game of Thrones justement, ou encore les frères Scott, comme quoi on peut passer des frères Scott à WandaVision sans souci. Son objectif était à la fois d'attirer les fans incontournables de Marvel par le biais donc de la Sorcière Rouge et de Vision, et en même temps d'attirer un nouveau public avec le côté décalé et l'hommage au sitcom. Pour info, la série a été tournée sous le titre de travail The Big Red, par rapport à Vision, pour éviter de donner le titre, pour garder le projet. Pour garder le projet secret, mais voilà, donc ça fait un gros Vision, en gros, c'est pas ouf, mais bon. Et le tournage n'a pas été de tout repos puisqu'il a été interrompu par le coronavirus, notamment en mars 2020, avant de reprendre en septembre 2020. Et cette interruption a été mal vécue par les acteurs parce qu'en fait, quand ils ont repris, les acteurs n'avaient plus le droit de se mélanger avec tout le reste du casting et l'équipe de technique. Ils devaient rentrer à chaque fois dans leur caravane à chaque fin de scène. Donc du coup, ça les a un peu perturbés. Mais après, ce qui leur a plu notamment, c'est que pour le premier épisode, tout l'intérieur a été reconstitué en studio et il y avait un vrai public qui était présent. Et de ce fait, ça a terrifié Paul Bettany et Elizabeth Olsen, mais ils ont quand même apprécié l'expérience parce qu'ils ont dit que c'était génial et c'est l'histoire d'une fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une grosse préparation de toute l'équipe afin de reproduire le plus fidèlement possible chaque époque de sitcom, au point que les acteurs ont dû prendre des cours de dialecte afin de savoir reproduire l'intonation exacte des personnes vivant aux différentes époques des sitcoms. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y avait aussi un coach au moment des scènes, des tournages, etc., pour vraiment les gérer au niveau de l'intonation. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi dans ces premiers épisodes, c'est les effets spéciaux. Et notamment pour les épisodes 1 et 2, presque tous les effets spéciaux ont été réalisés en direct ou faits à l'ancienne, donc notamment avec des fils, des câbles ou du montage. Et aussi pour le noir et blanc des premiers et deuxième épisodes, l'équipe a tourné avec des caméras et des objectifs de l'époque. Et ce qui est très marrant, c'est que le personnage de Vision était peint en bleu pour que ça rende mieux en fait à l'écran en noir et blanc. Donc voilà un peu les informations des coulisses de WandaVision, mais on retiendra les 225 millions de dollars et le fait que ça soit certainement la série la plus chère produite à ce jour. On revient sur ce budget-là, Florian veut réagir. Oui, je voulais juste reparler de ce que tu as dit sur le décor qui a été reconstitué en studio. Il me semble que c'était dans le studio de Ma Sorcière Bien-Aimée qu'ils ont le studio original de Ma Sorcière Bien-Aimée, qu'ils ont tourné en public, ce qui était assez incroyable pour eux d'après ce que j'ai lu, et notamment pour Elizabeth Olsen qui joue Wanda, qui est donc la sœur de Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles qui étaient dans La Fête à la maison, et le studio était juste à côté. Quand elle était petite, elle passait devant ce studio pour accompagner ses sœurs.
Eh ben, bonne information information. sur les tournages et Emma, oui, tu peux Moi, je réagir. trouve ça impressionnant, les acteurs, leur capacité à s'adapter à toute situation. Tu veux dire pour Vision, du coup? Non, Parce qu'en soi, mais non, Wanda, oui, bah, c'est pas enfin, très impressionnant. Non, mais dans ce que je veux dire, c'était juste une petite note pour dire le fait de faire des cours de dialecte pour reprendre toutes les manières de parler, de reprendre les bons accents, ça, Mais je trouve ça. ça fonctionne Après, pas avec mal, le hein. budget, je pense qu'ils ont eu un bon chèque. hein. Ouais. A Ils priori. peuvent les prendre, les cours de Mais dialecte. justement, ce budget-là, est-ce qu'on les voit, ces 25 millions de dollars à l'écran? Est-ce qu'un épisode de Game of Thrones qui coûte 15 millions de dollars, est-ce que là, on a l'impression que les 25 il y a une plus-value Non, ou mais pas? Alors, Ça. pour le premier épisode, ils se défendent de dire que oui, il faut reconstituer le noir et blanc, il faut faire du décor, etc. Mais je trouve 25 millions de dollars, j'étais choquée quand j'ai découvert ça. C'est énorme, Bah, énorme. c'est fou. Par comparaison à un épisode de Stranger Things, c'est 8 millions de dollars pour la saison 2. hein. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'on le voit pas du tout à l'écran, Ouais. ces 25 millions de dollars. Où est passé l'oseille, quoi? Bah, peut-être dans les prochains épisodes, l'argent. il va se passer des trucs Non mais de c'est dingue. ça, en fait, est-ce que c'est 25 millions Non, de dollars par c'est une épisode? moyenne, C'est une moyenne moyenne, qu'on voilà. donnait. Donc, Donc, je me dis, Ouais. Je- Bah, les prochains, ils ont intérêt à envoyer du pâté, hein, parce que les 3 premiers, on les voit pas encore. Hein, Ah, dans le 3e, on commence quand bon, à même. peine. Ah, Mais, il y a de l'hélico, il y a des jeeps. Un petit peu, mais, oui. mais 25 millions de dollars, c'est vrai que c'est énorme. Et est-ce que ça marche, ce pari-là, de reproduire une sitcom, Elsa? Oui, moi je trouve totalement, ça m'a renvoyé dans mon enfance quand avec ma mère, on regardait Ma sorcière bien aimée justement, ou ces shows des années-là. Après, nous d'enfer, des trucs un peu comme ça, mais c'est pas la même époque. Mais justement, moi j'ai bien ressenti et j'ai bien ri comme si j'étais devant une sitcom en fait. Je trouve que le pari marche et le jeu des acteurs est très bien adapté et surtout ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'alchimie entre Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui était mauvaise pour moi dans le MCU, tout simplement. Je trouve qu'il y avait aucune alchimie et qui là marche de ouf, donc je valide ça. D'accord, il y a une gradation. Non, c'est vraiment mieux écrit peut-être, je sais pas, mais ça les met mieux en valeur. Ok, bon bah tant mieux, En mais même temps, c'est tout seul. Hein. est-ce que cette parodie de sitcom, ça va durer sur, imaginons que ça dure il y a 9 épisodes, si je dis pas de bêtises, vous pensez qu'on va tenir les 9 épisodes avec, ça va pas nous lasser un moment, Florian? Moi, je pense qu'on va tenir. Je pense que c'est un très bon pari. Pour revenir sur le truc précédent, la question précédente, on l'a dit, des gens comme Dick Van Dyke ont été consultants. Ils ont tourné dans un vrai décor, dans un vrai studio qui a accueilli des sitcoms. Ils ont tout fait pour que ça marche, pour que ça prenne, et c'est le cas. Du point de vue de la forme, pour moi, sur les effets spéciaux, ils ont réutilisé des techniques très anciennes de filins, de choses comme ça pour les pouvoirs de Wanda. Ils n'ont pas essayé de faire à ce moment-là de la 3D, du trucage, etc. Donc de ce point de vue-là, ça marche. En revanche, pour le fond, est-ce que c'est bon pour la série? J'en sais rien. C'est-à-dire que quand on arrive sur cet épisode 1, on a des personnages qui sont aux antipodes de ce qu'on connaît des personnages dans les films. Ils sont hyper drôles, hyper souriants, ils parlent beaucoup. Vision, c'est pas du tout Oui. l'image qu'on en a dans les films. Donc est-ce que ça sert le propos? Je ne sais pas. Mais du point de vue de la forme, c'est réussi. Et pour répondre à ta deuxième question sur est-ce qu'on va se lasser ou pas, je pense pas. Parce que le pari, enfin l'idée, c'est de traiter plusieurs décennies à travers chaque épisode. Donc dans l'épisode 1, on est dans les années 50. Dans l'épisode 2, pour vous faire un petit spoiler, on commence avec le générique de Ma sorcière bien aimée, entièrement revisité par les personnages Wanda et Vision. Ça marche aussi très bien. L'épisode 3, c'est encore une autre décennie et on va avancer comme ça. Donc à chaque fois, on va avoir un renouveau. Donc je pense qu'on s'essoufflera pas. On va peut-être finir avec Friends d'ailleurs dans C'est ces ce qu'ils années-là. veulent. C'est ce qu'ils veulent. Bon bah voilà, Mais encore une fois, si c'était pas WandaVision, je trouverais ça génial, mais je trouve que c'est pas du tout adapté à leur personnage en fait. Mais le concept est vraiment intéressant, je trouve. T'es Mais d'accord? si, Oui, si vas-y. c'était pas WandaVision, est-ce que vraiment on regarderait? Là, on regarde parce que c'est ouais, une très ça, grosse c'est le franchise. problème, oui, c'est la question qui se pose. Moi, Je pense que j'aurais pas regardé si c'était pas Marvel pour le coup. mais si c'était un casting aussi si admettons on avait repris les mêmes acteurs mais sans parce qu'ils auraient pu jouer dans une série Moi, ce pari artistique, je le trouve vraiment intéressant. Donc, je pense que j'aurais regardé si ouais, ça, moi même aussi, si, ouais. sauf si j'en avais pas entendu parler, mais si j'en avais entendu parler, je pense que j'aurais regardé. Toi, ça t'a intéressé artistiquement cette série-là, Emma? Ouais, moi j'ai retrouvé de grosses références que j'ai toujours adorées, que j'ai toujours regardées et voilà, qui m'a replongé en enfance. Et je pense que c'est ça qui va beaucoup jouer, c'est aussi l'affectif. C'est que tout le monde, dans chaque épisode, retrouve une référence qu'il a et du coup, quoi qu'on a apprécié le fond, la forme va faire en sorte qu'on s'attache à cette série. Faire « Ah, j'ai bien aimé quand ils ont repris telle chose. » On va forcément aimer un épisode, je pense.
Est-ce que ce que tu disais un peu tout à l'heure, Elsa, sur les personnages, en fait, on les voit sous un jour, on les a jamais vus quasiment dans cette série-là. C'est un défaut ou pas pour vous ou c'est une qualité, peut-être une nouvelle façon d'aborder. Parce que Loki dans la série de Disney+ sera sûrement le Loki qu'on connaît. Bon, après, je connais pas tous les aboutissants, mais c'est possible. Tandis que là, est-ce que ça trahit un peu leur personnage ou est-ce qu'ils restent en fait fidèles ou est-ce que justement ça nous fait découvrir une autre partie de ces personnages-là, Florian? En fait, je pense qu'il faut voir, il faut qu'on sorte un tout petit peu de l'épisode 1 et qu'on se mette un petit peu plus en hauteur. Si on prend que du point de vue de l'épisode 1, on est un peu trahi parce que c'est pas du tout les personnages, c'est pas ce qu'on s'attend à voir quand on veut voir du Marvel, c'est pas les personnages, on est très loin de leur typologie, on comprend pas ce qu'on regarde. Si on essaye de prendre un tout petit peu de hauteur, et c'est pour ça que je pense que la partie sur les théories d'Emma qui va être très intéressante là-dessus, ce qu'on regarde n'est vraiment qu'un prétexte. Le vrai sujet, le vrai arc narratif arrive après, arrive dans tout ce qui est sous-entendu, arrive aussi dans tous les easter eggs qui sont disséminés un peu partout dans les plans de tout cet épisode 1. Donc si on prend les choses de manière très brute, très premier degré, oui on est trahi et oui on peut être déçu. Si on se dit que c'est un prétexte pour juste illustrer le fait qu'ils sont dans une réalité très réconfortante, très enveloppante, un cocon, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et même je dirais même plus, du coup ça devient ingénieux de l'avoir traité comme ça. Bon bah alors je me tourne vers toi Emma pour que tu nous dissèques un peu plus WandaVision et les théories notamment autour de l'évolution de cette saison 1 puisqu'effectivement on est un peu perdu, on sait vraiment pas tellement où ça va, mais Emma va nous éclairer sur cet aspect-là avec les théories. C'est donc l'heure du focus d'Emma. Alors, Florian et Elsa, vous me partagiez le fait que vous étiez complètement perdus et que vous ne saviez pas où ça allait, mais je pense avoir peut-être trouvé les réponses à vos questions. Très souvent, les séries trouvent leur essence autour de théories. Le public aime essayer de comprendre l'incompréhensible, les messages cachés et ce qu'essaye de dire la série à travers les épisodes. Créer une euphorie pour agiter l'esprit des téléspectateurs et le faire tourner à 100 à l'heure. On peut trouver comme exemple, moi, ceux que j'ai trouvés les plus connus, c'était par exemple Friends et la théorie que tout se passe dans la tête de Phoebe. Phoebe serait restée sans abri et toxicomane et se serait inventé une vie un peu plus confortable. La fin de la scène serait qu'en fait on la retrouve morte sur le canapé entourée des 5 parapluies du générique. C'est super glauque. C'est super glauque. On s'enlève toute la magie de Friends. Autre chose, Homer Simpson serait dans le coma depuis 1993. Dans un épisode d'avril 1993, après sa rencontre avec Dieu, Homer tombe dans le coma mais reprend conscience quelques temps après. Et s'il n'était jamais sorti de ce coma, ça expliquerait pourquoi les personnages ne vieillissent jamais et pourquoi ils n'évoluent jamais tout simplement. Enfin, la plus connue et pour moi la plus réaliste serait que la drogue bleue de Heisenberg serait la cause de The Walking Dead. En effet, cette théorie s'appuie sur de nombreux indices. On voit à plusieurs reprises la drogue bleue de Breaking Bad et aussi Daryl parle de l'ancien dealer de son frère Merle comme ce petit junkie blanc, un personnage qu'il aurait menacé comme I'm gonna kill you bitch, ce qui nous fait beaucoup penser à Jesse Pinkman. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez des théories que vous connaissez que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Revenons sur la série au cœur des théories, WandaVision. En effet, les premiers épisodes nous laissent complètement dans le doute, on comprend pas trop vers où on va, ni qu'est-ce qui se passe. Eh bien, je vais essayer d'y répondre à toutes ces interrogations grâce à la théorie que j'ai trouvée. Revenons un peu dans le passé. Alors, Avengers Endgame nous laissait sur la mort de Vision à cause de Thanos. Et tout d'un coup, on le retrouve dans une série en noir et blanc des années 50 avec Wanda, et on comprend pas trop où ça vient. Alors, comment expliquer ça ? En fait, cette théorie est apparue sur Reddit avec The Major Critic qui explique que Wanda traverserait les 5 étapes du deuil à l'aide de Doctor Strange, car ses pouvoirs sont trop puissants et ses émotions trop fragiles, et du coup, en fait, ça créerait la fin du monde si on la laissait gérer ça toute seule. Ce qu'explique The Media Critic, c'est que chaque épisode ou paire d'épisodes explique une étape du deuil. Par exemple, les 2 premiers épisodes seraient le déni. Wanda rembobine, répare et se crée une réalité qui correspond à ses fantasmes, c'est-à-dire où Vision n'est pas mort. Alors, Doctor Strange tenterait de l'aider activement à passer ces 5 étapes, car à ce moment-là, on découvre une nouvelle compagnie qui s'appelle SWORD, qu'on voit à la fin des épisodes, et qui serait, on pense, contre Wanda, et qui essaierait de la contrôler parce qu'on la voit la surveiller.
Comment cette théorie elle pourrait tenir la route ? Eh bien, j'ai plusieurs indices qui s'y tiennent. Tout d'abord, on sait qu'en 2022, il y a la suite de Doctor Strange qui arrive, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le titre déjà donne un petit indice. Et on sait qu'il y a un lien direct avec WandaVision. En effet, Kevin Feige, qui est de Marvel, a indiqué dans Comic-Con 2019 que les deux étaient complètement liés et que c'était très important de voir WandaVision pour comprendre Doctor Strange qui arrivera du coup en 2022. En plus de ça, on sait que Wanda est un personnage qui est très puissant, qui, dans les histoires par exemple des comics, est assez forte pour recréer une réalité, car en 2005, il y a une série de Marvel qui sort qui s'appelle House of M, dans laquelle le chagrin de Wanda pour ses enfants perdus l'oblige à refaire l'univers Marvel avec des graves conséquences. Du coup, moi j'ai une dernière théorie à ajouter qui n'a pas été dite dans ce Reddit, qui pour moi a du sens, ce serait que le fait qu'on passe à chaque épisode de décennie en décennie, ce serait un moyen de Doctor Strange de la ramener à la réalité au présent, c'est-à-dire une réalité, un présent où Vision est mort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, Florian je suis d'accord par certains aspects et pas d'accord par d'autres. Comme d'habitude. Dis-nous tout. Sur certains aspects, je pense que Emma a raison, notamment que c'est une revisite d'House of M. C'est très simple, je le disais au départ, Kevin Feige l'a dit. Je sais pas comment on prononce. Certains disent Feige, je crois, ouais. Feige, je sais pas. Bon, c'est la même personne. C'est le producteur du Marvel Cinematic Universe. Il l'a dit. C'est basé sur 2 comics, House of M et The Vision. Donc on est plus ou moins sûr que c'est ça. Ça va être basé sur ce comics. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Emma. D'ailleurs, il y a des petits indices qui sont ce que j'appelais tout à l'heure les Easter eggs. C'est vraiment des petits indices qui sont disséminés un peu partout dans l'épisode que vous pouvez retrouver qui vont dans ce sens. Par exemple, dans la scène du dîner, quand on sert le vin au patron de Vision, si vous faites un petit arrêt sur image, vous pouvez voir sur la bouteille qu'il est écrit Maison du Mépris en français, comme si c'était le nom d'un domaine. Maison du Mépris, ça peut être traduit en anglais par House of M. On ne sait pas. Donc c'est un petit easter egg qu'ils ont par exemple calé à ce moment-là. Le titre global de la série, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire que WandaVision, c'est Wanda et Vision, mais c'est surtout la vision de Wanda. Oh. C'est comme ça qu'ils l'ont construit. C'est ça Il est Il est le... fort, ça. Il est fort. Eh oui. En fait, tu fais mieux ma partie que moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux démissionner en fait. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur le côté Doctor Strange. Je pense pas que Doctor Strange ait pris la peau de Vision pour lui faire accepter le deuil. Voilà, c'est une théorie qui tient la route, c'est pas la mienne. Je pense que si c'est lié à Doctor Strange 2, c'est par le grand méchant nouveau qui va être installé dans cette phase 4. Je pense que ce grand méchant, c'est Mephisto, qui n'est nul autre que le diable, en fait, le mal incarné, et qui va être le nouveau Thanos, le nouveau grand méchant qui va devoir être battu par toute l'équipe des Avengers, des super-héros Marvel. Et je pense qu'il va commencer à arriver dans WandaVision. Je pense que c'est lui qui rend folle Wanda, qui la torture et qui du coup l'oblige à créer une réalité alternative. Dans les comics, quand on dit ça, Wanda, c'est vraiment, quand on dit qu'elle crée une réalité alternative, c'est pas du rêve, c'est vraiment une nouvelle réalité. Elle est vraiment en train de changer la réalité des choses. Quand elle a des enfants, quand par ses pouvoirs elle arrive à tomber enceinte de Vision, même mort, et avoir des enfants, ça existe vraiment. Ça me permet de vous parler d'un autre personnage, c'est celui d'Agnès. Agnès, la voisine, qui est un peu bizarre et mystérieux. Et ça va aller dans le sens de cette théorie sur Mephisto. Agnès, pour moi, c'est Agatha Harkness dans les comics. Pourquoi Agatha Harkness ? Déjà par le nom. Si vous prenez le début de Agatha, la fin de Harkness contracté, ça nous donne Agnès. Agnès en anglais du coup. Agnès peut-être. Et qui est-elle ? Et qui est-elle ? C'est la chef des sorcières de New Salem. C'est elle qui dans les comics a appris la magie à Wanda. Qu'est-ce qui étaye aussi cette théorie ? C'est que dans l'épisode 1, Agnès nous dit mon mari ne se souviendrait jamais de notre anniversaire de mariage que si une bière s'appelait 2 juin. Et ça, c'est très intéressant au niveau de la date. Le 2 juin, ça fait référence au 2 juin 1692, qui est le début du procès des sorcières de Salem, justement. Agnès, dans le comics, est aussi chargée d'effacer les enfants de Wanda parce qu'elle sait que ce ne sont que des fragments de Mephisto, ces enfants, et qu'ils ne sont pas vraiment réels. Elle supprime aussi le souvenir de l'esprit de Wanda pour alléger sa souffrance. Et enfin, il y a un petit dialogue entre elles quand elles sont comme dans un club de lecture, ou en tout cas une assemblée de femmes, où à un moment donné, il y a des petites répliques comme ça qui sont disséminées. On dit juste « le diable se cache dans les détails ».
Et Agnès se penche vers Wanda, elle lui dit oui, mais pas que. Parce qu'elle sait, mais en même temps, elle est bloquée dans cette nouvelle réalité qui est créée par Wanda. Et ce sont juste des toutes petites choses comme ça qui sont disséminées. Par exemple, dans les pubs aussi qu'on peut voir, la première est donc sur Stark Industries. Si vous regardez dans le fond de l'image, il manque le 6 sur l'horloge qui est derrière les personnages. Et devant eux, il y a 6 tasses alignées les unes à côté des autres. On arrive jusqu'au chiffre 666 qui est le signe de Mephisto. Évidemment. Après, sur tout ce que tu as dit par rapport au Sword, je suis d'accord avec toi. Le Sword, c'est donc cette espèce d'entité qui est comme le Shield dans les films Marvel, mais qui, dans leur domaine d'action, s'occupe plus des menaces cosmiques. Je suis d'accord avec toi. Ils interviennent, mais pour moi, ils ne sont pas contre Wanda. Justement, ils essayent de l'aider. Elle est bloquée, elle est torturée par Mephisto et ils essayent de l'aider, d'intervenir dans sa réalité alternative pour la faire revenir dans la vraie réalité. Après, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'elle soit très torturée dans ces premiers épisodes. Si on a quand même des voix qui viennent d'ailleurs qui lui disent Wanda, est-ce que tu nous entends dans la radio. Qui te fait ça? Qui te fait ça? On entend ce... Oui, c'est vrai. Bon, bah du coup, je pense que tu as fait toute ma partie. Je vais m'arrêter ici. C'était non, mais c'est convaincant et c'est assez passionnant et c'est aussi une des forces, je pense, du Marvel Cinematic Universe, c'est de créer tout. Ça passionne. Il y a plein de théories, effectivement, tous les détails qu'on peut trouver. Il y a dans les fausses pubs, il y a aussi Hydra qu'on connaît, donc qui. Alors ça, c'est dans l'épisode 3, il me semble, Hydra. Il y a l'épisode 2 aussi, je crois qu'il y a 2 pubs avec. Il me semblait que, alors, dans l'épisode 1, pour moi, j'ai un souvenir de Stark Industries avec le grippin. Alors, il y a d'autres théories qui sont peut-être un peu plus tirées par les cheveux, mais on nous dit que le mot toaster, donc le grille-pain en anglais, c'est aussi une insulte en langue américaine pour insulter un robot. Et que c'est donc pour ça que cet objet-là est placé. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, le seul point de couleur qui arrive dans cet épisode avant la fin de l'épisode, c'est juste le petit point rouge sur le toaster qui clignote et qui rappellerait la réalité. Donc voilà, après de mon point de vue c'est un tout petit peu plus tiré par les cheveux, tout comme la plaque d'immatriculation où il est écrit 0102 et qui serait une référence au comic 102 dans lequel apparaît un ennemi de Vision qui s'appelle Wonder Man. Là on va très très loin, peut-être que c'est le cas et peut-être que Marvel a fait un travail prodigieux d'easter egg, vraiment alors easter egg pardon, je l'ai dit beaucoup de fois, je traduis, c'est vraiment des indices, qui sont disséminés. Peut-être que Marvel a fait ce travail prodigieux et que du coup c'est vraiment une masterpiece de série, mais ça on s'en rendra compte qu'à la fin. Elsa, toi ces théories ça te passionne ou tu t'en fous un peu? Non, j'avoue que ça me passionne, j'ai écouté avec attention et est-ce que ça te donne envie de continuer cette série-là? Du coup, j'attends notre avis. Oui, le cliffhanger à la fin. Mais peut-être que ça a changé mon avis. Peut-être que ça va être intéressant. Emma. Et du coup, moi, je pense que tout ça, si je reste sur ma théorie du deuil, je pense que c'est ce qui expliquerait que la série soit peut-être un peu lente, parce que passer un deuil, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. C'est pas quelque chose qu'on peut passer du jour au lendemain. Et effectivement, on passe par des étapes très personnelles et je pense que ça pourrait être expliqué le ton et voilà l'aspect un peu ça avance pas beaucoup malgré 2 épisodes, on sait pas trop où ça va parce qu'au final le deuil on sait jamais vers où ça va réellement. Elsa. Mais dans le premier épisode j'étais un peu que sur une phase, mais il y a quand même un petit, au moment où Mr. Hart s'étouffe, il y a quand même un moment qui est un peu dramatique et angoissant et on sent que la série c'est vers là peut-être qu'elle va tendre. Et justement moi j'aimerais préciser quelque chose, c'est autant je trouve que le MCU est plutôt mauvais pour incorporer de l'humour dans le drame, donc comme ils font dans les films, autant là ils ont très bien géré je trouve la comédie et l'insertion du drame à ce moment-là parce que ça s'implique très bien, ça s'emboîte très bien dans la narration en fait. Florian. Je suis entièrement d'accord avec Elsa sur cette incorporation de l'humour. En fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que dans les films, ils incorporent une petite dose d'humour qui est un peu là comme un cheveu sur la soupe dans une narration qui est vraiment sur l'enjeu. Et là, ils font un peu l'inverse. Ils incorporent une petite dose de drame dans une sitcom qui est censée être légère. Et là où ils sont aussi très ingénieux, c'est que si on prend ce postulat de départ qui est qu'on est dans une réalité alternative et que tout se traduit comme si on était du coup dans un rêve de manière un petit peu bizarre, incompréhensible, etc. Ça devient du coup très ingénieux de se dire que Wanda, qui pour se défendre, crée une réalité alternative dans laquelle elle est dans un cocon avec son mari décédé, c'est très très ingénieux d'avoir amené ça dans une sitcom, de dire
qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme illustration de ce bonheur familial, de ce bonheur en couple. On va utiliser le fait de retracer toutes les sitcoms américaines et de faire une lettre d'amour à toute la télévision américaine. Emma, rapidement. Juste pour finir, moi je trouve que aussi ce qui peut confirmer la théorie, c'est qu'on remarque que rien ne se passe si Wanda ne le dit pas. Enfin, si Wanda ne gère pas la situation, une situation ne se débloque pas. Et je trouve que ça montre un peu que c'est elle qui contrôle tout ce qui se passe. Moi j'ai une question, on parle donc de ces théories, c'est joli, et de ce qui pourrait arriver, mais ça n'arrive pas pour l'instant. On est même après au 3e épisode, ça a bougé un tout petit peu plus, en même temps ça a un peu bougé narrativement au premier épisode, donc on peut facilement faire plus. Est-ce qu'on n'a pas peur que, je sais pas, l'arrivée peut-être de Mephisto, je sais pas, d'un enjeu narratif, ça arrive à l'épisode 9, c'est-à-dire à la toute fin, en mode bon alors là on va commencer la série, je sais pas Elsa. Si la série reste dans le même ton, on prend quand même du plaisir à chaque épisode, ça va passer. C'est pas désagréable, mais effectivement, narrativement, si ça arrive au 9e épisode et que c'est joli, mais après Florian a bien teasé, donc j'ai envie de savoir. Je pense pas que ce soit grave, et même moi j'ai envie qu'ils prennent leur temps et que du coup on nous fasse languir avec des indices dans tous les sens, que toutes les théories, même d'autres, il y en a d'autres qui parlent pas de Mephisto mais d'un personnage qui s'appelle le Beyonder sur les réseaux, vous pouvez certainement les retrouver, c'est pas une théorie que je partage, mais voilà, j'ai envie que ça fleurisse et que tout le monde se pose des questions. Je pense que du coup c'est vraiment très pointu pour les fans de Marvel, quoi. C'est-à-dire que si on aime un peu près Marvel et qu'on n'a pas envie de chercher tous ces indices, on risque de rester sur des parodies de séries télévision pendant une saison entière. Ça c'est sûr. Ils ont dit d'ailleurs, Kevin Feige a dit qu'il voulait que ceux qui n'ont pas vu les films puissent quand même profiter de la série. Là faut pas abuser, si c'était la volonté c'est raté. Pour moi c'est raté. On peut pas profiter de ça si on n'est pas vraiment un fan de Marvel. Et je voudrais juste terminer par une petite chose. On voit que la bande-annonce montre que ce qu'on voit dans l'épisode 1 n'est pas la série. La bande-annonce le montre, ce sera autre chose, il faut être patient. Je pense que le public va se diviser en 3 groupes. Il y a ceux qui pensent que ce qu'ils ont vu dans l'épisode 1, ça va être ça tout le temps, c'est-à-dire des petits scénarios sans intérêt, quotidiens, sur une engueulade avec le patron, un dîner, etc. Et ceux-là, malheureusement, je pense qu'on peut plus rien pour eux. Si vraiment ils pensent que ça va être ça, ils n'ont pas compris. Le deuxième groupe, c'est ceux qui savent que ça va changer, mais qui n'ont pas le cran de tenir. Et ceux-là, je les comprends. Je les comprends vraiment parce que le rythme est lent. Les easter eggs, même si on a vu les 3 premiers épisodes tous les deux, Aurélien, on sait que ce que je disais tout à l'heure, on a un peu plus de cet arc narratif tout le temps. Mais je comprends qu'il y a tellement de séries, on n'a pas le temps, on a envie d'avoir quelque chose tout de suite. On regarde un Marvel, bim, c'est pour en avoir pour son argent, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et il y a ceux, comme moi, qui sont très intrigués, voire excités et qui vont suivre. Mais je pense que la plus grande catégorie, c'est la deuxième. Bon avant le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique s'il faut continuer ou non à regarder la série, j'aimerais d'abord que l'on dise à nos auditeurs quelles autres œuvres pourraient leur plaire s'ils ont aimé WandaVision. Il est donc l'heure des recos de Flo. Je vais être très court parce que du coup je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais je vais être très court, d'autant que si vous aimez les super-héros, c'est quand même très simple de savoir quoi regarder et de trouver d'autres œuvres pour contenter votre appétit de fan d'œuvres super-héroïques. Je parlerai pas de tout le côté DC, parce que DC Universe, parce que pour moi les séries DC, que ce soit Green Arrow, Flash, les autres, c'est pas de très bonne qualité, donc je vais plutôt vous recommander sur Netflix par exemple Umbrella Academy, qui est sur plusieurs super-héros sur... J'ai perturbé parce que oh bof. Oui, parce que c'est un podcast audio, on ne voit pas ta tête, Aurélien, mais t'étais pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est pas mal, en tout cas ça sort des codes. Bien entendu The Boys sur Prime Video, on en a parlé tout à l'heure. Et si vous voulez aller encore plus dans la série de super-héros, mais qui est très différente de ce à quoi on peut s'attendre, il y a Légion, qui est complètement psychédélique, qui pour moi se rapproche le plus de WandaVision. Si vous voulez vous poser des questions, si vous voulez être dans le Lost de la série de super-héros, c'est vraiment Légion qu'il faut regarder. On a aussi Watchmen, qui est vraiment très 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 réussi et qui est très peu connu en France, mais qui est une œuvre de comics vraiment très importante, qui est très très bien réussie. Évidemment, si vous voulez vous retourner du côté d'un film, on a un petit côté The Truman Show qu'on retrouve dans WandaVision, c'est-à-dire qu'on est dans un univers sans vraiment on y soit, sans vraiment savoir où on se trouve.
Voilà pour les recos. Moi juste je rajouterai 2 choses rapidement. Ma sorcière bien aimée, si vous connaissez pas, Ah pour oui. voir quand même toutes les références à la série initiale. Et l'épisode alors je l'ai mis l'épisode 9 de la saison 4 de Doctor Who, qui est en fait exactement sur ce même principe, un personnage qui est enfermé dans un feuilleton télévisé et qui pareil ne comprend pas, voit que le temps il parle avec quelqu'un, d'un coup il est dans sa chambre, il fait nuit, et qui comprend qu'il y a un souci parce qu'il est enfermé dans un téléfilm. Donc c'est quand même assez proche de WandaVision, et donc ça pourrait vous intéresser. Mais maintenant, il est l'heure il va falloir que je vous pose cette question fatidique, parce qu'il est l'heure du cliffhanger. Est-ce qu'il faut regarder, oui ou non, l'intégralité de cette saison 1 de WandaVision, Florian? Pour moi, d'habitude, le premier épisode d'une série, souvent on dit que c'est le meilleur parce que c'est le plus travaillé. On le regarde, on se dit oh là là, cette série va être absolument géniale, ça va être la nouvelle série que je vais tout le temps regarder. Et puis la qualité décroît petit à petit, c'est de moins en moins bien. On voit pas trop où les scénaristes veulent en venir. Eux-mêmes ne savent pas où ils vont, donc ils n'avaient pas prévu que la série puisse durer sur plusieurs saisons. Là, c'est clairement l'inverse. On sait que c'est une mini-série qui va durer 9 épisodes. L'épisode 1 n'a aucun intérêt du point de vue du scénario, de la petite histoire quotidienne, du dîner avec le patron, mais on en profite pour distiller des easter eggs à chaque plan, et il faut s'attendre à une montée en puissance. Moi, je suis hyper excité de voir la suite de la série. Je vais tout regarder, dès que ça sort, je suis devant, mais combien vont suivre avec moi, ça... Pour toi, c'est validé. Question rapidement, on sait s'il y aura une saison 2 ou pas? C'est vraiment une mini-série? Je ne sais pas en une encore. saison? Je ne sais pas si c'est annoncé, en tout cas, je ne le sais pas. D'accord, ok, très bien. Emma, toi, quel est ton avis? Moi, je reste encore très dubitative. Je sais pas, je suis très intriguée de savoir où ça mène, et en même temps, je me sens loin du Marvel que j'ai connu depuis toujours. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en discutais avec mon père hier, et il me disait je comprends pas du tout parce que j'ai toujours lu les comics et Wanda est un personnage vraiment derrière-plan. Pareil pour Vision, on s'y intéresse pas trop, donc il comprend pas trop l'intérêt, et moi aussi, je sais pas trop où ça va, mais je vais regarder parce que je suis curieuse et que j'ai hâte de voir où ça nous mène. Dubitative, mais que tu continues à regarder. Elsa, pour toi? Alors moi, à la première pensée, j'aurais dit non, parce que je trouve que le scénario est pas du tout adapté pour Wanda et Vision, qui sont déjà des personnages en retrait, effectivement, mais qu'on aurait aimé connaître plus au présent et pas dans un contexte comme celui-ci. Mais les théories de Florian et Emma ont fait que j'ai envie d'en savoir plus quand même. Donc je vais quand même mater. Ah bon, Elsa, bon alors... Ah ouais, je te conseille de mater, vraiment. Moi je vous rejoins sur, pareil, sur le fait que je vais continuer à regarder, parce que même, et c'est peut-être ce que dit Kevin Feige quand il dit que si on connaît pas Marvel, on peut regarder la série. Mais même si on enlevait Marvel, je trouve ça amusant comme série, je trouve ça drôle, divertissant, c'est bien réalisé, c'est artistiquement quand même un pari assez réussi. Donc pour ça, je vais continuer à regarder. En plus, ces théories donnent encore plus envie de continuer cette série-là. Florian, comme moi, tu as regardé ces 3 premiers épisodes. Qu'en penses-tu? On a déjà un peu évoqué rapidement, mais donc ça confirme mon avis, c'est-à-dire que l'arc narratif très intéressant qui sort du petit scénario quotidien va être de plus en plus important en termes de proportion au fur et à mesure des épisodes. On s'essouffle pas parce qu'à chaque fois on traite une décennie différente et une forme de sitcom différente. Donc dans l'épisode 3 on est dans les années 70, il y a tous les codes, c'est drôle de ce point de vue là et de plus en plus très intéressant. Drôle. L'épisode 3 est vraiment très drôle, il est très fort. C'est de plus en plus intéressant du point de vue de l'arc narratif. Même Vision commence à se poser des questions et à comprendre que les choses ne sont pas réelles. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux avec le @épisode 1 podcast si vous allez regarder cette saison-là, si vous avez peut-être des théories à nous apporter pour nous éclairer ou d'autres informations qu'on n'aurait pas citées. Mais restez avec nous car tout de suite il est l'heure du blind test. Et oui, pour ce blind test-là, les serial killers vont donc s'affronter et celui qui remportera le blind test aura le choix d'une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Il est donc l'heure du jingle blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. Vous acceptez le challenge, accepté. le défi du blind test. Aujourd'hui, c'est un blind test réplique culte de série. Réplique de série culte plutôt. L'objectif est donc de reconnaître. C'est très différent. Réplique de série culte. Voilà, mais vous allez quand même reconnaître très vite les séries dont il s'agit. Donc on peut pas dire générique. Ah, vous dites générique quand vous pensez. Non, oui. C'est pas un générique.
Oula, Vous dites c'est G compliqué ou comme générique, blague. on s'en fout. Est-ce qu'on peut dire j'ai réplique? J'ai réplique, J'ai, voilà. dis G, c'est trop long, tu vas perdre. On s'en fout, vous dites G ou j'ai réplique ou générique, ce que vous voulez. Là, je vous dis oui, si vous avez le titre de la série, vous avez un point. Est-ce que c'est en VO ou en VF? C'est en VF pour compliquer un peu les choses. Ok. Après, ça va s'il y a des trucs en français, par contre, un peu moins s'il y a des trucs en VO. On y va, c'est parti pour le premier. Le sang jusqu'à ce que je la convainque d'agir autrement. Je ne veux pas détruire notre famille. Je n'ai jamais voulu ça. Tu as tué notre J'ai père. Après qu'il m'a Emma. condamné... Game of Thrones. Exactement, Game of Thrones pour le Elle premier. a pas dit Tyrion, je là. réplique. Alors, Il dit G, il a dit très on bien, dit ce G. qu'on veut. Très bien, G. Un point Rageuse. pour Emma qui trouve effectivement ce dialogue entre Tyrion et Cersei dans la saison 7 bravo. de Game of Thrones. Un point, on continue avec le second. Alors, comment ça va? Ça va, enfin, J'ai- non. Emma. La flamme. La flamme. Trauma. De quoi? Dialogue entre Pierre Ninet et Jonathan Cohen dans La Flamme. Bien joué, bah dis donc Emma, très Bravo. fort. Ok. 2 points pour Emma, 0 pour le reste de la troupe. On continue avec le troisième. Je vous ferai remarquer, après en avoir visionné énormément, que je ne me trompe pas en disant que ça, c'est pas du porno. Et surtout que la gifle donnée l'a été sans la permission officielle de l'arbitre du pari. J'ai Vas-y. How I Met Your Mother. Exactement. J'allais dire en plus, La- j'ai trop la- hésité. Emma, très très en forme. hein. J'ai pas Je vais le vous droit. avouer quelque Bien chose joué. dont j'ai honte. J'ai Vas-y. un peu trop regardé des séries en VF. Petit avantage. Bon, pour La Flamme, pour le coup, il n'y a pas d'avantage. Oui, mais voilà. J'ai pas le Pour droit le- de perdre sur How I Met Your Mother. Ah, Je suis ouais. Pourtant, dégoûté. elle vient d'en avoir 3 sur... Je me venge de la dernière fois. on continue avec celui-là. Ce sera des noms de villes. Ouais, c'est mieux les villes. J'ai Oh là, Oh tu là m'as là. fait peur. hein. la Casa des Papels. Oui, la Oh case là de là. les noms de villes. Bon, est-ce qu'elle va faire le sans faute? Il en reste un. On compte sur toi, Emma. La pression. Allez, tout le monde se bat pour celui-là, c'est parti. Je vous en prie, monsieur le proviseur. J'ai Vas-y. fais pas ci, fais pas Mais ça. oui. Oui, exactement. Ah ouais, Fais bah pas là. si- Je mets la réplique parce qu'elle est délicieuse. Ah, c'est parti. Ah merde. Ah bah j'arrive. C'est bon. Je vous en prie, monsieur le proviseur. Non! Monsieur, le proviseur n'est pas un enculé. Fabienne Le Pic dans Fais pas ci, fais pas ça. 5 points, c'est la victoire écrasante d'Emma Ah ouais, bravo. Salvarelli. C'est ma vengeance. Bien joué Emma. Tu pourras choisir la série qu'on traitera dans un prochain épisode. Vous n'hésitez pas derrière vos écouteurs. Donc j'ai dit à suivre nos comptes Instagram, notamment @épisode 1 podcast. Il y a plein de contenus exclusifs, notamment Elsa qui vous prépare une petite infographie avec des chiffres qu'on n'a pas forcément dit dans cet épisode-là. Vous allez apprendre encore plus de choses grâce à ça. Vous pouvez nous suivre et en plus commenter pour donner vos avis sur les épisodes et sur les séries qu'on traite et nous conseiller peut-être des séries à traiter à l'avenir. Merci donc à vous tous, chers Merci. serial killers. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produit ce podcast. N'hésitez pas à partager au maximum l'épisode 1 afin de nous donner de la force. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt. Salut.